je vais inviter Jean Cornelou et Gilles Bertrand à me rejoindre sur scène. Messieurs, si vous voulez bien vous installer, on va travailler et lancer ce premier moment de témoignage et de vision de professionnels et d'experts. On va parler de multi-activités, on va parler de slow tourisme. Pour cela, on va le faire de cette manière-là, messieurs. Vous allez chacun avoir un temps de présentation de votre démarche ou de ce que vous voulez dire à la salle. Et on gardera un temps ensuite où on fera des questions-réponses avec le public. Est-ce que ça vous va? Jean Cornelou, est-ce que vous voulez un micro mobile ou est-ce que vous aurez au pupitre? Mobile. Mobile. Allez, je vous passe la parole. Bien, content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous accompagner dans la réflexion qui porte sur les itinérances et en particulier le marquage culturel des itinérances. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Et en quoi on peut en discuter, vous interpeller et rendre compte en quoi il y a ou pas une forte présence de marquage culturel dans vos activités telles que vous avez présentées jusqu'à présent. Alors j'espère évidemment vous inviter à assimiler ce que je vous ai raconté, mais peut-être je vais vous bousculer, vous interpeller, et peut-être que je partirai avec un peu de goudron et de plumes si je vais trop loin dans ma démonstration. En tout cas, pour commencer, je vais revenir à ce que Josiane a évoqué. Tout ça est parti d'un programme de recherche, qui est le programme Récréataire, sur lequel on s'appuyait pendant 3 ans, pour vous donner une clé pour repenser les politiques publiques dans les territoires tels que les vôtres. Donc ce programme a duré 3 ans, avec un peu plus à cause du Covid, ou de la Covid, avec un temps qui est de construction d'un collectif, la mise en place d'un laboratoire et l'intention de traduire les orientations qui ont été posées par les collectifs récréataires de votre territoire en applications qui peuvent donner lieu à des activités, des aménagements et des réalisations concrètes. Donc tout un temps était concentré au départ sur un audit. Au fond, c'est quoi votre territoire? Comment peut-on le qualifier? Comment est-il organisé? Y a-t-il manière de rendre compte qu'il y a une forme de développement parmi d'autres possibles? Quel est le niveau de structuration, le niveau d'expertise? Donc le audit a été fait par Vincent Thibault. Et je dois ici reconnaître la qualité du travail qu'il a fait pour vous accompagner à saisir le degré, les caractéristiques de chacun des pôles qui structurent vos activités. Entre les activités en liberté, en autonomie, organisées, posées par les acteurs qui sont eux-mêmes, je dirais, des promoteurs de activités pratiques et des territoires pensés dans les habitats, il y a tout un monde qui gravite dans l'organisation d'un système d'action. Et l'enjeu, c'était aussi de dire, y a-t-il un marquage culturel aujourd'hui suffisamment fort pour qualifier votre disposition à élaborer un monde commun? Eh bien justement, il n'y avait pas vraiment tout à fait cela. Et donc on s'est lancé dans la deuxième phase de Récréataire. Pendant 3 jours, dans le Cosméjean, un certain nombre de personnes qui sont ici présentes se sont réunies pour essayer de qualifier au fond qu'est-ce qui vous porte pour vous sentir pleinement présent dans le territoire. Est-ce que vous avez envie de valoriser et d'exprimer pour qualifier votre sens du monde localement présent? Ah, l'autochtonie récréative, tiens, c'est peut-être cela qui vous porte et qui est ressorti au travers les 3 jours de bouillonnement, de réflexion, d'expérience proposées par les uns et les autres. Mais qu'est-ce que c'est que l'autochtonie récréative et comment peut-on en qualifier les éléments signifiants? Eh bien, c'est très simple. Soit vous valorisez la ruralité urbaine, soit la ruralité rurale. C'est 2 mondes complètement différents, c'est 2 entrées différentes dans la façon de concevoir les activités récréatives que vous développez chez vous. Soit vous êtes dans des pratiques qui sont exogènes au territoire, qui valorisent ceux qui vont venir et qui vont pouvoir profiter d'un certain nombre, je dirais, de bienfaits, soit vous êtes plutôt dans l'intention de valoriser, je dirais, l'endogénie des territoires pour qu'il y ait une plus forte rencontre, présence, relation avec les composants d'un lieu vivant dans lequel vous avez envie de vous situer. Donc soit c'est la ruralité urbaine qui domine, qui est globalement ce qui caractérise les dominantes de vos territoires, avec une faible rencontre avec le pays en tant que tel, ou soit c'est cela qui vous intéresse. Faire en sorte qu'il y ait une
sorte d'invitation à rentrer dans les intimités des territoires et les formes, je dirais, de sympathie, de connivence, d'expression, des multiples petites choses qui donnent de la réalité aux formes de vie cachées, souterraines, ancrées dans des intimités ou des formes d'attachement symbolique, imaginaire, sur des récits que vous portez. C'est une autre lecture complète des territoires qui vous est proposée. Et vous avez dit quoi? Ben nous, ce qui nous intéresse, c'est cela. C'est le pays, les habitants, la nature ordinaire. C'est un autre monde dans lequel vous voulez vous situer et vous porter. Pour donner un exemple, pour illustrer tout cela, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire, celle des Sentiers d'Imaginaire, qui est pour moi, je dirais, un territoire emblématique de l'engagement dans l'autochtonie récréative. Le concept classique du tourisme, c'est quoi? C'est cela. Quand vous avez des acteurs du territoire, des politiques ou autres, ils disent qu'est-ce qu'on va faire pour notre tourisme? Ah, il faut développer, équiper et essayer d'envisager une amélioration de l'ensemble de l'offre existante dans le territoire. Parc aventure, espace aquatique, ça porte, c'est signifiant, c'est visible et c'est extrêmement important de rentrer là-dedans. Mais est-ce que c'est suffisant? Nadine Vidiolo, qui est responsable de ce territoire, dit non, moi, ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est valoriser l'habitabilité récréative de mon territoire avec les vrais gens, les habitants, ceux qui sont là. C'est avec eux que je vais composer leur disposition à fabriquer les sentiers d'imaginaire qui vont devenir la ressource et la capacité à fabriquer un commun récréatif par lequel les gens sont, je dirais, les fabricants, les compositeurs, les habitants créateurs de ce qui va fabriquer une forme culturelle de leur territoire. Et donc on est parti de l'autochtonie récréative, la manière dont ces gens, dans leurs petites activités au quotidien, ont élaboré ces sentiers d'imaginaire qui vont devenir une force culturelle extrêmement forte de leur territoire. Et pendant des années, elle a fabriqué tout ça avec les habitants dans les associations, les petits lieux de la ruralité, pour fabriquer son laboratoire créatif qui est au cœur de la façon différente de concevoir le politique et l'espace public dans l'intention d'inverser la conception du tourisme et du développement des pratiques récréatives. Et vous alors? Est-ce que ça existe chez vous, l'autochtonie récréative? Yes, vous avez bien raison de le dire. Ah tiens, vous connaissez sûrement la soupe que vous développez chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Cette soupe, elle est présente parce qu'il y a des habitants qui ont envie de développer quelque chose et qui vont proposer aux extérieurs de venir, de passer des moments communs autour de cela. Donc il y a un ancrage dans la vie locale, on part de ces registres par lesquels la soupe est fabriquée, composée, émergente en fonction des différentes recettes développées. Et puis un autre acteur aussi incontournable, qui est pour emblématique de cela, c'est les petits cailloux. C'est le foyer rural du Kersac et bien d'autres, qui sont ancrés dans la fabrique de tissage relationnel, et le mot tissage est important, pour renforcer l'intention de vivre au quotidien au travers les multiples expériences, orientations artistiques, musicales, écologiques avec le territoire. Je pourrais aussi très bien citer un autre acteur extrêmement important que j'ai rencontré, un Feimer biker, moniteur qui est ici dans la salle et qui est l'expression aussi de l'intention d'être avant tout dans l'autochtonie récréative, dans la façon de proposer des activités aux vététistes qui viennent chez lui. Bref, la question qui est posée maintenant, aïe aïe aïe, puisque l'autochtonie récréative est au cœur de ce que vous avez suggéré comme étant l'élément clé pour développer vos territoires, comment faire en sorte que l'autochtonie récréative existe sur le GR que vous venez de développer à l'heure actuelle. Donc il faut revenir faire un petit détour pour savoir au fond comment saisir l'itinérance à l'heure actuelle. Et c'est là que ça va un peu se compliquer. Vous ne pouvez pas faire l'itinérance si vous n'avez pas l'intention de réfléchir à la place aujourd'hui de l'itinérance dans la société contemporaine. Et l'idée, c'est de dire que si on parle d'itinérance, ce n'est pas parce que les gens veulent faire l'itinérance, c'est que la société, dans son ensemble, est devenue itinérante. Comment saisir tout cela? Et comment vous avez l'obligation d'arriver à vous situer par rapport à toutes ces questions qui sont au cœur de ce qui fabrique, je dirais, les enjeux du monde contemporain. D'une part, la société, l'itinérance est devenue une figure actuelle qu'il faut saisir et comprendre et observer. Alors, comment vous allez vous situer par rapport à cela? D'une part, aujourd'hui, les migrations sociales sont présentes, elles sont visibles et très fortes.
Migration politique et militaire, on a un exemple actuellement. Migration climatique, on a vu aussi récemment des exemples. Professionnelle, mission d'agrément. Bref, l'itinérance est au cœur de la société contemporaine. Mais il n'y a pas que ça. Vos modes de vie deviennent ici itinérants. Parce que l'identité devient plus fragile. On parle d'identité flottante, d'identité harlequin, d'identité, je dirais, ambiguë, dans les genres, etc. Bref, il y a quelque chose qui nous montre qu'il y a une sorte de mouvance dans la façon de voir les modes de vie qui amplifie cette société de la mobilité, de changement de lieu de vie, de transition professionnelle. Bref, tout ça, c'est au cœur du monde contemporain. Idem sur l'économie. Jamais autant on a parlé d'économie du flux, du réseau, des open space, de tous ceux qui créent de la connexion perpétuelle. Et la créativité vient, ce qui, pour certains, donne naissance à ce qu'on appelle l'économie de l'archipel. L'innovation via les nouvelles technologies, etc. Et donc, on est bien dans ce que certains théoriciens appellent le monde de la nomadicité, qui devient une figure référente pour penser le monde contemporain. Mais à côté de ça, d'autres vont dire non, il n'y a pas qu'une forme de mobilité, il y a d'autres formes de mobilité qui nous invitent au contraire à ralentir. D'où l'émergence des écomobilités, des pratiques de proximité, de l'écotourisme, de l'intention de s'intéresser non pas à des expériences, mais à l'habitabilité, prendre le temps, je dirais, de s'approprier, de s'immerger, de s'éprouver dans les lieux de vie au sein duquel on a envie, je dirais, d'envisager autrement la définition des modes d'existence dans le monde contemporain. Et puis, il y a cet élément qu'il ne faut pas sous-estimer. On a l'impression que tout va vite, tout le monde est emballé par l'amplification des connexions, mais il y a surtout aussi une société de l'antimobilité physique et sociale qui monte en puissance. Et comment voulez-vous intégrer ces questions-là? La façon de voir d'itinérance. L'obésité ou les surcharges pondérales, ce n'est pas des choses qui sont au monde, en dehors de ce qui est en train de qualifier le mode d'existence. L'amplification des activités chez soi, dans staycation, quand va apparaître, le mal-être de certains ruraux par la difficulté à se déplacer. Est-ce que ces questions sociales et tous ces gens qui n'ont pas les moyens dans l'itinérance, qui, comme vous l'avez montré, coûtent extrêmement cher, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous l'intégrez dans votre projet pour réfléchir à la façon dont l'itinérance participe à ces questions-là? Bref, vous avez des questions à poser dans la façon de poser votre projet d'itinérance. Hyper ou hypomobilité, vitesse ou lenteur, économie du flux ou économie de proximité. Bref, il y a matière à réfléchir à votre positionnement là-dedans. Prenez l'exemple d'une région ou un département, la Saône-et-Loire, quand j'étais sur l'itinérance. Eux, ils ont décidé, oui, nous, on a l'intention de dire que nos itinérances, elles s'inscrivent dans un projet hyper moderne. Nouvelles formes d'organisation s'inventent, l'expérimentation, l'exploration, l'innovation. Bref, il y a un projet pour dire que leur itinérance essaye de répondre aux enjeux, nouvelles formes de vie, d'engagement professionnel et des formes, je dirais, d'activité, de gestion des projets innovants. Et ils prennent position pour dire aussi, ouais, nos activités sont réussies aussi avec les modes d'existence. Changer de rythme, faire une découverte active et paisible du territoire avec une participation écologique, ils prennent position. Et vous, quelle relation avez-vous avec ces questions de société contemporaine? Avez-vous un message à faire passer? Avez-vous l'intention aussi de contribuer, non pas à faire l'itinérance parce que les gens sont bien, mais dire aussi par votre pratique, vous avez un engagement aussi transitionnel. Et quel est-il? Pour être capable, je dirais, d'accompagner les enjeux globaux de la société contemporaine. Deuxième élément, quelles sont les pratiques d'itinérance qui existent dans le monde contemporain? En fait, il y en a plein. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que l'itinérance sportive qui s'invite dans le monde de l'itinérance. L'itinérance pédagogique, politique, culturelle, bref, tout un monde extraordinaire est en mouvement dans ce registre d'être dans les mobilités. Donc moi, en général, je présente ça beaucoup plus lentement, mais bon, je vais dire que c'est quelques éléments simplement. L'itinérance sociale, l'itinérance dans le pays anglo-saxon, canadien, ce n'est pas l'itinérance du bien-être, etc. C'est au contraire l'itinérance de l'exclusion sociale. L'itinérance politique. Gandhi a lancé ça il y a bien très longtemps sur la route du sel, mais aujourd'hui il y a plein d'itinérance politique par lesquelles on a envie d'exprimer un message de réponse aux vulnérabilités, aux souffrances. On a l'intention de s'opposer à une sorte de développement de la société. Itinérance au travers du commerce, qui existe sous toutes les formes. Itinérance dans les spectacles, festivals flottants itinérants. Bref, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais vous voyez qu'il y a plein de manières de voir l'itinérance. La question qui est posée lorsque cela est en mouvement, ce sont ces questions-là que vous avez posées. Rapport à l'autre, à l'altérité, à l'étranger, au local, au lien itinérant avec lequel vous pouvez combiner les relations pour dire que les autres ont aussi capacité à vous accompagner dans ces projets-là dans lesquels vous voulez vous situer.
Voilà un exemple de structure d'éducation populaire qui dit moi je veux faire une itinérance qui n'est pas que sportive, mais itinérance qu'ils appellent itinérance collective flottante, politico-festive. Tiens. Et on voit qu'il y a ici plein d'intentions de relier la pratique sportive avec des enjeux écologiques, éducatifs, artistiques, musicaux et politiques. Donc la question évidemment qui est encore posée, c'est avez-vous, vous, une intention de créer des liens avec tous ceux qui ont envie d'être les ambassadeurs de ces formes d'itinérance? On va encore ici plus loin pour dire au fond, qu'est-ce que c'est que le champ d'itinérance? Donc on a réalisé plein de colloques là-dessus, on a écrit un bouquin récemment aussi sur question pour dire comment saisir la question d'itinérance lorsqu'on rentre dans le champ concret des pratiques en tant que telles. Ah, c'est quoi l'itinérance en fait? Comment vous la définissez? Et où allez-vous vous situer? Le mot lui-même dit des choses. Est-ce que vous êtes plus proche de l'itinéraire ou de l'errance? Ou d'un mix entre les deux? Et comment allez-vous qualifier les dominantes qui se situent dans les polarités que vous activez? Soit vous êtes dans le dominante du circuit, soit du voyage. Un collègue a travaillé sur justement la définition qu'on peut attacher à ces deux notions fondamentales. Soit vous êtes dans l'itinéraire, le tourisme, le normatif, le sédentaire, l'apprendre, le circuit, prendre. Soit vous êtes dans l'errance. Deux dimensions qui ne disent pas la même chose dans leur rapport au voyage et à la manière de se mettre en chemin. Moi, j'ai allé plus loin. Je vais décortiquer tout ça. Dans l'itinéraire, soit vous êtes dans l'itinéraire projet, soit dans l'itinéraire norme. Soit vous êtes dans l'errance ouverture, l'errance marge. Projet, c'est très simple. Je me prends en main, je suis acteur. C'est moi qui construis mon itinérance pour faire un chemin avec toutes ces étapes dans lesquelles je vais me situer. C'est un grand mot aujourd'hui qu'on appelle hypermoderne et qui marche très bien. Éducation populaire, Scout de France, carnet d'aventure, bref, vous avez plein d'éléments qui rendent compte comment ces gens sont engagés dans cette logique-là du projet autonome. On crée soi-même son engagement, on devient acteur proactif dans l'émergence de tout cela. Puis il y avait l'autre monde, la norme. Cette prise en charge, planification logistique sur un guide, dans une logique très digitalisée. Et donc là, vous avez un grand mouvement aujourd'hui où tout le monde a envie d'avoir son sentier organisé, structuré, balisé, avec une logistique très forte. On est dans une logique séquentielle, extrêmement aujourd'hui développée et qualifiante dans les rapports aux activités. Et puis les professionnels vous accompagnent aussi dans ce registre-là. Voilà, ça c'est le premier monde. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? L'autre, il dit, ah, l'errance. Essayons d'envisager autrement nos rapports au monde, soit par l'ouverture, créativité, organisation, déambulation, errance, vagabondage. C'est une autre façon d'envisager le rapport à l'itinérance. Là, vous avez plein d'exemples. Quelqu'un qui est parti en voyage avec ses enfants pendant 8 mois, où l'idée c'est de dire, je ne sais pas où je vais aller. J'ai globalement un tracé, mais que la place a de multiples interférences en fonction de ce que je vais rencontrer dans mon territoire, avec mes enfants, en bas âge. On est parti en vélo et on a fait tout ce trajet-là. On est dans la logique de l'ouverture multiple. Et donc, les micro-aventures peuvent aussi s'inscrire là-dedans. Pas dans les micro-aventures qui pourraient être hyper modernes, mais du côté de ce qu'on appelle le birégionalisme aujourd'hui, notre lecture du monde. Et puis, il y a des sentiers d'errance qui ouvrent la porte à des médiations artistiques, musicales et spirituelles extrêmement variantes. Itinérance poétique. Plein de manières de faire. Et je vous invite à lire cet ouvrage, à arpenter les paysages, par Martin de la Soudière, qui évoque justement toute cette autre façon d'envisager le voyage dans les territoires et ses appétences pour découvrir le détour des sentiers. Voilà. Et puis l'autre monde, c'est ceux qui vont encore plus loin, qui recherchent une simplicité volontaire, qui sont des anarchistes, des individus à la marge. Et eux, ils disent, non, moi, je veux envisager autrement encore, je vais encore plus loin dans l'intention d'ouvrir une sorte de contestation du monde contemporain. Et tout un registre ici intéressant. Dès les années 60, les itinérances routardes existaient, mais ça existait aussi bien avant. Bref, il y a matière à rendre compte qu'il y a tout un mouvement qui existe autour de cela, dans l'intention de contester un ordre social, volonté d'inscrire une sorte de remise en cause d'une stabilité et des modes de faire dans les territoires contemporains. Alors, c'est l'autre monde auquel vous pouvez vous situer. Donc vous avez après cette matrice qui vous aide à comprendre où vous allez vous situer par rapport à cela. Qu'est-ce que vous prenez vous et pourquoi? La question, pourquoi prendre un chemin plus qu'un autre? Quels sont les enjeux qui se cachent derrière tout ça? Eh bien, soit vous êtes dans un monde qui est celui de l'itinérance digitale, et vous faites que produire la continuité dans le monde existant, soit vous avez envie d'ouvrir un autre registre
pour favoriser la transition du monde contemporain. Et mon propos consiste à dire qu'il n'y aura pas de transition sociétale sans cette transition récréative qui donne plus d'importance à ce qui déstabilise les modes de vie et les stabilités dans lesquelles vous êtes. Ah, comment rendre compte de cela? Dans quel côté vous vous situez? Dominante au circuit ou de l'autre côté? Et pourquoi il est important de valoriser l'autre côté, justement? Donc j'accompagnais une doctorante il y a quelques années sur une thèse qui s'intéressait au lien entre mode d'existence et pratique de projets d'itinérance au long cours. Qu'est-ce que cette thèse dit? Je résume très rapidement, mais elle dit tout simplement cela. Quand vous faites une itinérance digitale, vous êtes dans l'itinéraire, il n'y a aucun changement dans vos modes d'existence une fois que vous avez défini votre itinéraire. Plus vous êtes dans l'itinérance analogique, puis au retour, vous avez un changement de mode d'existence qui se produit et qui vous invite justement à embrasser les questions qui participent. Vous avez envie de participer socialement, culturellement, politiquement à l'ouverture, un autre champ de développement des activités. Bref, et vous alors, vous êtes où? Où vous situez-vous? Itinérance digitale ou itinérance analogique? Et quel message vous voulez passer pour accompagner la question de la transition? Waouh! Ça n'a pas de soi cette question, hein. On va encore aller plus loin pour vous accompagner dans la lecture de ce qui est important. Il n'y a pas d'itinérance en forme culturelle. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire simplement que c'est un parcours qui n'intègre pas toutes les questions politiques, sociales, écologiques et rapport au corps, etc. Donc chaque itinérance est engagée à une forme culturelle. Et on peut la décortiquer. Et ce n'est pas pour rien, tout à l'heure certains ont dit ce qu'on doit travailler, ce n'est pas seulement le fonctionnel, c'est aussi le contenu, le mythe qui était évoqué. Mais le mythe renvoie à une forme culturelle. Et c'est la forme culturelle que vous devez travailler pour essayer d'en avoir envie, d'alimenter le contenu de ce qui vous porte, pour dire c'est quoi votre GR dans le rapport aux composants de celui sur le plan corporel, sur le plan des techniques, sur le plan des usages sociaux, des représentations. Qu'est-ce qui va nourrir cet engagement là-dedans? C'est passionnant. Donc je présente que simplement quelques formes, parmi la multiple existence de ces variétés de pratiques itinérantes. Itinérance cosmotique, itinérance avec les handicapés, handisport, que j'appelle la transfusion, qui font encore que ces itinérants handicapés deviennent acteurs dans la manière de faire l'itinérance, non pas en inclusion, mais en transclusion. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Itinérance vagabonde, itinérance immersive, itinérance de jeûne, itinérance festive, itinérance collective, musicale, gastronomique, conférencière, où j'ai cet été donné une conférence avec eux. C'est passionnant de voir cette variété de manières de faire itinérance. Géocaching, itinérance freestyle freeride, itinérance skysurf, voilà, composée par cette combinaison de plusieurs spots. Donc vous avez voilà, cette variété de façons de voir vos itinérances qui ne se redisent pas un sentier classique, etc. Donc se pose la question après, comment vous prenez une orientation parmi d'autres possibles? Donc où se situe aujourd'hui votre GR dans les formes culturelles? Quelle relation existe-t-il avec l'autochtonie dans la manière de voir vos pratiques actuelles? Ah, ça c'est quand même une grande question. Donc ces formes-là, je ne vais pas vous les expliquer, je n'ai pas le temps. Mais je peux simplement quelques éléments pour dire au fond, qui êtes-vous? Quand vous décortiquez les argumentaires que vous donnez pour qualifier votre itinérance, eh bien j'ai oublié de vous dire que vous êtes dans la forme moderne, il n'y a pas d'autochtonie récréative dans ce que vous proposez. Donc ça pose problème. Vous êtes dans la forme moderne. Waouh! Il faudrait prendre le temps pour expliquer ce que ça veut dire, etc. Mais vous êtes dans la forme moderne. Et si vous voulez voir plus loin, eh bien, j'ai écrit un ouvrage qui explique tout dans le détail ce que sont le contenu de chaque forme culturelle et pourquoi aujourd'hui vous êtes dans la tradition la plus basique de la conception d'une itinérance. Et j'espère que vous avez envie d'en changer. Donc, dernière partie, et ce sera la fin. Quand vous êtes des territoires, vous avez l'obligation de vous engager dans un projet. Il n'y a pas d'itinérance sans projet dans un territoire. Et vous devez choisir l'intentionnalité qui est les vôtres pour finaliser le choix parmi les multiples dispositions qui peuvent être engagées dans la lecture des territoires. Donc là encore, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Vous avez 4 grandes formes de projets. Projet fonctionnel, marketing, territorial, projet culturel territorialisé.
La dominante aujourd'hui dans la façon de concevoir les projets dans vos territoires, c'est l'approche fonctionnelle. Tout le monde adore cela. Et tout le monde est ancré dans cette conception de développement auquel vous êtes associé. Et là-dedans, lorsqu'on approche fonctionnelle, ce qu'on valorise, c'est la norme. Vous êtes attentif à la norme, elle vous plaît, et vous considérez que c'est l'essentiel de ce qui donne du sens à un territoire et à l'attractivité de celui-ci. Regardez la Bourgogne, par exemple, Banque du Sud, qu'est-ce qu'ils valorisent? Tout est prévu et réglé d'avance dans l'organisation de votre séjour, les hébergements, la sélection des meilleurs parcours, etc. Des formules idéales pour être en totale sécurité. Approche fonctionnelle. Et donc la question, vous, j'ai l'idée de dire que vous êtes les représentants de la forme de projet fonctionnel. Et ça pose problème. Est-ce que ça suffit à qualifier vos activités à l'heure actuelle? Pas de forme culturelle forte et transitionnelle, pas d'autochtonie récréative de la manière dont vous présentez les activités. Et l'illustration qui vient d'être faite juste à présent fait que sur quoi la dominante est affichée, c'est l'approche fonctionnelle. Je ne connaissais pas les résultats des forums, mais c'est illustratif de cela. Fonctionnalité, fonctionnalité, fonctionnalité. Est-ce que c'est ça l'essentiel que vous voulez porter pour vous engager dans le projet qui donne du sens, je dirais, l'engagement dans ce qui vous porte, de pourquoi vous faites de l'itinérance? Et donc, Récréataire, heureusement, est arrivé. Ah, on va vous apporter une lumière pour vous accompagner dans l'intention de voir autrement ce qui va être au cœur de ce qui va peut-être, je dirais, élaborer un autre rapport au sens et aux activités. Donc, Récréataire, une fois qu'elle a posé son projet d'autochtonie récréative, a engagé des actions dans les petits lieux qu'ils ont considérés comme étant, il y aura des illustrations de cet engagement. Épopée sensorielle, hydrologie monde souterrain, le Tarn, etc. Et à partir de là, on a réuni des collectifs qui ont travaillé, qui ont investi, qui ont réfléchi, qui sont embarqués dans des ateliers de savoir partagé, dans des expériences de terrain. Moment fabuleux qui a permis de dire, au fond, c'est quoi la forme culturelle qu'on veut porter? Et donc on a réuni des collectifs qui ont mis en place un certain nombre de principes et d'évocations de ce qu'ils ont envie de qualifier. Dans quoi, au fait? Dans le GR Tarn. Ah, mais le GR Tarn, il y a de l'eau? Ah oui, il paraît qu'il y a de l'eau. Mais je ne l'ai pas vu une fois quelqu'un parler de l'eau, des méandres, des ébullitions, des symboliques, des imaginaires, alors que c'est quand même quelque chose qui devrait quand même vous interpeller. C'est un monde vivant ou pas un monde vivant, avec une entité par laquelle une ontologie du rapport au monde est sûrement présente? Mais elle est où l'eau chez vous? Bah ouais, peut-être qu'elle n'est pas là en fin de compte. Je m'interroge quand même. Et donc on a défini une trame narrative dans le travail pour dire voilà ce qui pourrait être au cœur de ce qui va alimenter le contenu d'une forme culturelle à laquelle vous voulez vous poser. Tiens, intéressant. Et puis on a réuni des gens qui ont réfléchi lors d'un hackathon qui a lieu à Mérieux pendant une journée, voire 2 jours. Et puis le collectif nous a accompagnés, la capellerie, a posé un gros, voilà ce qu'il faut essayer d'envisager pour élaborer cette forme culturelle. Tiens. Un certain nombre de repères qui ont défini les dimensions pour qu'il y ait une habitabilité de l'itinérance qui était portée. Et donc les gens ont travaillé pendant quelques temps sans que le résultat soit peut-être suffisamment abouti. En tout cas, il y a une première piste, une première immersion dans le travail d'une forme culturelle et qui est extrêmement passionnante, qu'elle a pu voir jour entre les différents représentants de cette communauté locale. Donc l'itinérance récréative ne peut exister que si vous faites un tissage relationnel entre les différents composants qui ont envie ensemble de fabriquer une sorte d'intimité et de profondeur de lien avec les différents acteurs qui fabriquent cette forme culturelle entre eux. Et donc l'enjeu de demain, c'est bien cela. Donner de la présence à une autochtonie récréative avec les différentes, je dirais, entités, humaines et non humaines, qui peuvent vous accompagner dans la fabrique de cet ensemble-là. Donc l'idée, ce n'est pas seulement de dire, comme c'était présenté, mais qui est extrêmement passionnant aussi, dans la dernière partie sur des forums, il faut que les locaux soient invités, mais ce n'est pas simplement qu'ils soient invités, c'est eux-mêmes qui doivent ensemble fabriquer cette cosmogonie dans l'intention de dire, voilà, nous, comment on vit la forêt, ça pourrait être la forêt, mais ici c'est déjà l'eau, c'est déjà pas mal. Comment vous vivez l'eau? Comment vous la représentez? Quelles sont les formes d'expérience et de présence dans les différentes nuances qui existent tout au long de l'année, au travers l'histoire, mais aussi c'est quoi l'eau et la rivière du XXIe siècle? Il n'y a pas que l'héritage des pionniers qui importe, c'est aussi la créativité de nouvelles relations à l'eau comme intention de répondre aux impasses et aux difficultés sensorielles de rapport
à cette entité géographique. Et une fois que ces formes récréatives sera possible, mais vous allez pouvoir redescendre sur les pratiques en liberté, pratiques organisées, les relations avec les habitants, qui vont nourrir cet engagement dans cette application de cette forme, dans la réalité des dispositions qui vont avoir le jour ici ou là. Alors pourquoi cela c'est important? Pourquoi c'est fondamental? J'aurais pu prendre Stevenson, mais tout à l'heure, d'autres personnes en parleront mieux que moi. Parce que Stevenson existe, parce qu'il y a une économie, parce qu'il y a la logistique, parce qu'il y a des services de qualité. Ça met en place un système productif localisé. Mais Saint-Jacques ne peut pas exister sans cela. Plus vous avez une forme culturelle forte, plus une économie existe. Ce qui a fait la force de Saint-Jacques, c'est qu'il y a un capital culturel extrêmement fort qui nourrit l'intention de s'inscrire dans cette dimension sociale, politique, économique, etc. Et donc l'enjeu, c'est toujours ça. Le lien perpétuel en système productif de l'itinérance et un système culturel d'itinérance qui fabrique une chaîne culturelle de la valeur. C'est ça l'enjeu. Donc pas d'itinérance sans forme culturelle, pas de développement sans l'intention de lui donner une présence et une force dans la déclinaison des contenus qui vous attachent à cette illustration de votre façon de définir votre ruralité rurale à vous, dans l'intention de qualifier pourquoi vous aimez cette itinérance, aimez l'itinérance, la sympathie, les émotions, l'attachement à des immersions immersives, comme diraient certains. C'est ça l'enjeu. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de dire soit vous restez dans votre forme moderne, elle est formidable, mais il n'y aura pas de transition récréative dans la façon de vous engager dans les réponses aux souffrances du monde contemporain. Soit vous basculez dans ce qu'on vous a essayé de vous initier pendant 3 ans, dans le passage d'une forme éco-moderne, via la fabrique de ce laboratoire récréatif. Voilà, j'en ai terminé. Je vais passer en termes de temps si j'étais trop vite ou trop long. Ça va, monsieur Corneloup, merci beaucoup. Pas d'itinérance, c'est une force culturelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. On va passer la parole à monsieur Bertrand, qui est déjà là. Un petit micro aussi, ou vous le faites au pupitre, comme vous voulez? Un petit micro. Alors gardez bien en tête, merci monsieur Corneloup, c'était hyper passionnant. Et on va garder les questions pour juste après l'intervention de monsieur Bertrand. Télécommande? Voilà, je vous l'amène. Vous êtes reparti avec la télécommande. Ici, le petit bouton à droite. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite anecdote de ce matin, voilà, en introduction. Habituellement, je viens toujours en vélo à Florac, mais bon, la météo était un peu particulière, donc j'ai préféré un autre moyen de déplacement. Donc je suis arrivé par le plateau, et lorsque je suis arrivé dans la descente d'Ispagnac, le paysage était tel que j'avais envie de le voir ce matin-là, avec un flanc avec du feuillage qui était givré, une petite mer de nuages qui se délite là, comme un voile de mariée, comme ça. Puis au fond, une lumière qui était tapissée de jaune. Donc je fais une photo parce que j'ai un métier, je suis photographe, avant d'être organisateur. Et je fais une photo, et puis je la poste sur les réseaux sociaux qui sont liés à Tarn-Valais-Trel. Et puis, j'explique que nous allons être présents pour présenter le projet que nous avons eu cette année sur cet itinéraire 736. Et puis, de suite, il y a quelqu'un qui poste un message. Essayez de le trouver. Parce qu'on est dans le concret. Voilà. C'est un message qui a été posté par quelqu'un qui s'appelle Pierre Ronan. Voilà. Il dit simplement « Magnifique chemin parcouru en rando trail de Villefort à Albi cette année. De belles rencontres, des paysages naturels et authentiques, une aventure ancrée pour longtemps dans mes souvenirs, souvenir d'une belle nuit, d'une très belle nuit et à la belle étoile. Pour une première fois, un goût unique et sur ce GR 736, c'était exquis. » Voilà.
de la sensation, des émotions. C'est peut-être ce que peut proposer le GR 736 et c'est ce qu'on a essayé de proposer lors de la création de notre épreuve. Donc pour débuter, je voudrais juste vous présenter un petit film qui a été recomposé exprès pour ce colloque. Le voici. Un chemin, c'est comme un bois précieux, à sculpter, à tourner, comme le bois sec, coincé dans l'étau. Il faut savoir le dompter en épousant les cambrures, les courbures, le galbe, les angles, les nœuds et le relief. Pour se laisser glisser comme une gouge, dégageant les premiers contours. Pour se laisser frapper comme le ciseau percuté à la massette, effleurant la matière brute. Un chemin, comme une bille de buis torturée, c'est un cadeau, une offrande de la nature. Cela ne se refuse pas. Le silence de l'eau, vous allez longer une grande rivière que j'adore. Le silence des mots, parce que ça fait mal parfois. On peut partager dans le silence et là aujourd'hui vous allez traverser des grands moments de silence et ça sera des grands moments de partage. Donc il faut profiter, il faut s'enrichir, il faut se nourrir, il faut s'imprégner et j'espère que vous allez profiter d'un grand jour. Voilà, en mars 2021, j'écrivais ces mots. Seul, dans cette grande salle à manger du gîte de Mas de la Barque, le nez à la fenêtre, mon double au reflet trouble, avatar binoclard, et pince sans rire, l'air de dire « Allez, vas-y, dessine-moi une course. Dessine-moi une course ». Voilà, Tarn-Valley, ce fut exactement cela. Un chemin, le GR 736, une rivière, le Tarn, et puis aussi des drives, des chemins qui permettent de monter sur les causses pour voir les panoramas. Alors, nous sommes un dimanche soir, début avril. J'arpente un sentier que j'adore. Il grimpe à Églazine, puis Saint-Marcelin, puis on arrive à la fontaine de Paillasse. J'arrive presque au sommet, je suis un peu perdu dans mes pensées. Je me retourne et je découvre cela. Là, je suis assez médusé de ce spectacle. C'est assez grandiose. Je me prête même à sourire. Je me dis, si le Dieu du ciel, le Dieu des cieux existe, il a dû prendre un abonnement à Photoshop.
parce que les lumières sont saisissantes. Alors je décide de faire une photo pour saisir ce moment. Donc en contrebas, il y a un petit éperon rocheux. Donc je descends, on dit chez nous, tu bartasses. Voilà, je bartasse, j'ai fait un petit mouvement de main pour grimper sur cet éperon, c'est un peu comme la proue d'un bateau. Puis là, il y a un petit pin qui me bouche le passage. Vous savez, c'est ces petits pins qui poussent. C'est assez improbable d'imaginer qu'on puisse pousser là. C'est assez tordu, c'est assez biscornu. J'appelle ça les bonsaïs du Causse. Donc, je décide de me mettre à plat ventre. Je passe deux mains, je passe deux bras, je passe la tête, je passe les épaules. Et je découvre ça. Voilà. C'est un cœur de pierre. Et puis ici, vous l'observez, il y a un petit végétal qui a poussé. Voilà. C'est un petit moment de vie. Et je me dis, voilà, c'est là que je devais être. Voilà, tout simplement. C'est des petits instants précieux de la vie. C'est des moments d'exception. Et là, à ce moment-là, j'ai la certitude de pouvoir séduire. Et créer un événementiel, ce n'est pas vendre. C'est d'abord séduire. Et c'est en premier lieu une invitation. Et j'avais la certitude de pouvoir réussir Tarn-Valais-Trelle. Et ce soir-là, chez moi, j'écris ces mots. Comment en étais-je arrivé à croiser du regard cette forme improbable? Je suis là, où je devais être. Oui, sans doute. Après 1000 pas d'arpenteur, parfois dénicheur, parfois hésitant, curieux de l'instant, une sente, une trouée, une percée, un silence, un crissement, une envolée, 1000 repères, désir soudain, destin anodin d'un jour ordinaire. Créer Tarn-Valais-Trelle, ce fut avant tout un voyage très personnel, au cœur des gorges du Tarn, des Cévennes et des Grands Causses. Et tout au long de ces 14 mois de préparation, j'ai tenu un carnet de route, un carnet de voyage. Et ces textes écrits au fil de l'eau, ces photos ont été l'unique façon de communiquer pour séduire les coureurs. Voici quelques exemples, quelques extraits pour comprendre la relation intime que j'ai avec le paysage, avec la géologie, avec la géomorphologie, avec l'architecture rurale. C'est indispensable à mon sens pour construire une telle aventure. Donc, nous sommes au kilomètre 61 de la course. Voici cette photo. Est-ce la bonne? Je vérifie. Oui, pardon. Donc elle n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, je vais m'adapter. On est au kilomètre 98. J'ai écrit cela. Cette photo, je l'ai prise en pensant à monsieur et madame Bou, mes professeurs de chinois, et au tableau peint par madame Bou, en quête persistante d'une Chine éloignée et d'un soleil levant assombri. Devant ce spectacle de la nature, madame Bou aurait dit « La France, bon pays. Moi et monsieur Bou, beaucoup de chance, beaucoup de chance. » Les images ne sont pas dans le bon sens. Je vais essayer de les trouver. Je pense que c'est... Attendez voir, excusez-moi, mais... Enfin, faire un petit retour. Il y a eu confusion dans les images, donc je suis un peu désolé. Donc je vais fonctionner simplement par rapport à mes textes. Le kilomètre 61. Le soir, en rentrant chez moi, j'écris ces mots. Un éperon sur notre gauche, nous avions escaladé délicatement le rocher humide. La vallée s'offrait à nous, magistrale, impériale. Une nouvelle fois, nous avions la preuve que la carte, ça ne triche pas, ça ne ment pas. Nous nous sommes assis, les pieds dans le vide. Mon compagnon s'est retourné. Ah, quel cachotier, c'était donc cela ta course. Une belle leçon de géographie. Là, par contre, la photo, je l'ai. Voilà, c'est ci.
Là, nous sommes au kilomètre 95, c'est dans un petit village qui s'appelle Ries, tout proche du Roc des Ourtous. Le soir, j'écris. Une nouvelle fois, étais-je au pays du bon sens, de la quiétude, de la simplicité, là où, au fond d'un jardin, une 2 chevaux fourgonnette trône sur ses 2 pattes, décapitée d'un coup de disqueuse, modeste symbole d'une obsolescence non programmée, voire déjouée, un beau pied de nez. Voilà, ceci, c'est le kilomètre 158. Ça se situe dans Millau. Tous les matins, en fait, je vais à mon bureau en vélo. Et parfois, la rivière m'offre ce spectacle. Il y a parfois des douceurs mordantes, avec ce vent absent, ce froid prenant. Ce fut grisant de longer le Tarn ainsi. Merci. Et puis, cette image prise, assez proche de la précédente, c'est le kilomètre 160. Je précise que l'épreuve faisait 160 km, comme 100 miles aux États-Unis. Sur l'eau, des signes graciles en escadrille, sur terre, toi, rien que toi, le corps en vrille, le Tarn si loin de sa source, toi, rien que toi, le cœur qui éclabousse. Une arrivée au petit matin, c'est franchement byzantin. Alors j'ai tenu ce carnet de voyage, comme autrefois je voulais préciser que j'ai des influences. Enfin, chaque organisateur est très influencé par du vécu, là où il vit, sur son territoire, les gens qui l'entourent, son association. Je voudrais parler des pionniers du Barthas à Millau, qui ont été des fricheurs, des dénicheurs. Ils partaient comme ça tous les dimanches pour essayer de trouver des trous, des avennes, des abris sous roches. J'ai particulièrement connu M. Bouviala, qui était instituteur et qui m'a beaucoup influencé. Et il revenait tous les dimanches soirs avec ses petits croquis. Puis la carte était très imprécise, donc il faisait ses petits chemins comme ça pour se repérer, pour retourner voir là où il avait trouvé un muret, là où il avait trouvé un abri sous roche. Il était surtout spécialiste des baumes. Il essayait de répertorier toutes les baumes qui étaient sur nos côtes, dans les flancs des falaises de nos côtes. Et M. Bouviala avait écrit dans son livre, qui s'appelle justement Les baumes, « Comment ne pas imaginer nos ancêtres lointains disputant à quelques ours cet abri providentiel? Comment ne pas rêver d'un monde mystérieux en découvrant au loin l'ombre d'une baume dans le rocher ?» Voilà, ça c'est une image représentant un groupe donc de pionniers de la randonnée, de pionniers de défricheurs qui ont mis un pas sur chaque chemin, des chemins qui ont 200, 300 ans, qui sont des témoins, des passeurs d'une histoire. Et moi j'avais envie de m'inscrire avec eux comme passeur d'une histoire. Et M. Bouviala, c'est l'homme qui est à droite sur cette image. Puis bien sûr, j'ai été, dans mon parcours professionnel, très influencé par les grands trails américains. Voilà, j'ai découvert ces épreuves en 1989. Je venais de créer un magazine de course à pied. Et je suis allé en août 89. J'étais passionné par les courses d'ultra, je dois le préciser. Donc à l'époque, j'étais abonné à un petit fanzine que je recevais tous les mois des États-Unis. Et c'est comme cela que j'avais découvert que ces épreuves existaient aux États-Unis. Elles avaient été créées au milieu des années 75. Et dès lors que j'ai créé mon magazine VO2, je suis allé aux États-Unis, dans le Colorado, à Leadville précisément, pour faire un reportage sur des épreuves emblématiques. Et je me souviens, il y a une anecdote qui m'a fortement marqué. C'était bien plus que ce que pouvait m'apporter la course en fin de compte. Lorsque j'arrive à Leadville, c'est une petite ville pionnière à 2400 mètres d'altitude sur un grand plateau. C'est un petit village, on va dire, très préservé avec un habitat des fin 19e, début du 20e, très préservé, qui fait un peu kitsch. Et lorsque j'arrive le soir, la veille de la course, je me gare.
Et je vois arriver devant moi 2 cavaliers. Les 2 ont un fusil dans le dos, ils ont également un Colt. Ils s'arrêtent à côté de ma voiture, donc ils descendent du cheval, ils mettent, je ne sais pas comment ça s'appelle, le lien sur un morceau de bois, et ensemble, puisqu'ils m'invitent, on va boire une bière au saloon. Et là, je me dis, voilà, c'est comme quand je découvre le cœur de Pierre, je me dis, je suis là où je devais être. Et le lendemain, j'ai confirmation de ce sentiment. Le parcours de Leadville, c'est un parcours qui emprunte un chemin de pionnier. En fait, toutes les grandes courses américaines ont été construites ainsi, en invitant les gens à courir sur les grands espaces, mais sur des chemins qui ont une histoire, l'histoire des pionniers, l'histoire des migrants. On a beaucoup parlé de migrants tout à l'heure. Et le parcours de Leadville part de Leadville et il va justement sur une ancienne petite... bon, j'ai pas de photo, mais dans dans un petit village pionnier. Et au retour, j'emboîte le pas du second, qui était un pilote était pilote de Delta Lines, voilà. Et avec lui, je monte à 4000 mètres d'altitude. C'était le soir, le ciel était très sombre, l'orage grondait. Et là, je suis électrifié comme je n'ai pu l'être quand j'ai vu ce cœur de pierre. À un moment donné, parfois dans la vie, on est traversé comme ça par des courants électriques. Je me dis, voilà, il y a peut-être une histoire qui se construit avec ce que je suis en train de vivre à ce moment précis. Donc j'ai été très inspiré par les épreuves américaines. Je vais un peu vite. J'ai appuyé sur le bouton, désolé. Et c'est ce qui m'a donné envie en 1995 de créer les Templiers. Les Templiers, je ne vais pas vraiment les présenter. C'est une grande course. C'est toute une vie pour nous. C'est toute une vie pour 200 personnes qui nous suivent. On a parlé de liens tout à l'heure. C'est la construction d'un produit local. C'est la construction d'un produit de terroir. C'est l'utilisation de nos paysages comme on a envie de les proposer, non pas de les vendre, mais on a envie de les offrir. C'est une offrande. Les Templiers aujourd'hui, c'est une grande fête, mais je vais y revenir. Et je suis allé un peu vite, mais comme les photos sont complètement en désordre, je voudrais revenir. Je pense que c'est cette image. Voilà, je voudrais revenir à cette image. Parce que je voulais parler, parce que quand on organise une compétition sportive, comme celle-ci, il y a un point de départ, c'est comme un GR que vous avez créé, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Ou alors le point de départ, on peut le mettre n'importe où, si j'ai bien compris. C'est ça l'itinérance, c'est faire ce qu'on a envie. On peut faire quelque chose de très formel ou quelque chose de très informel. Nous, on fait une compétition sportive, c'est très formel, donc il y a un point de départ. Et ce point de départ, ce fut C, masse de la barque. Et c'est le kilomètre zéro. Et dans mon carnet de voyage, j'avais écrit ceci. Ce devait être en mars. Nous étions encore confinés. La France en couvre-feu. 19h. L'heure de rentrer au bercail. Sur cette grande feuille de papier légèrement glacée et finement gaufrée, bord droit, je dessinais maladroitement une maisonnette et de la fumée s'échappant de la cheminée. Masse de la barque, comme port d'attache, cela tombait sous le sens. Et puis je me suis souvenu, là je vais revenir aux images. Voilà. Je me suis souvenu d'un départ d'une course à laquelle j'étais dans l'Idaho, c'est pas très loin du Montana. J'étais allé là-bas par curiosité, parce que je connaissais l'organisateur, qui était un jeune avocat de Chicago, qui avait décidé de tout plaquer et de vivre de la chasse. Mais pas n'importe comment. En fait, il était tireur à l'arc, et donc il chassait les bêtes sauvages. On lui accordait un quota dans les grands parcs, et il vivait donc du fruit de la chasse. Et bien, pour aller au départ de cette course,
J'étais parti très tôt le matin, 2-3 heures du matin. C'était dans la nuit. Donc il faut prendre une petite route qui longe des grands lacs d'altitude. Puis après, il y a une longue piste forestière. Vous êtes toujours dans la nuit, puis il faut bien surveiller sur les côtés parce qu'il y a un petit embranchement qui permet de prendre une petite piste. Puis au bout de cette piste, il y a une prairie, il y a une clairière. Et il y a quelques cabanes en bois, quelques maisons en bois qui ont été préservées. C'était également un village pionnier qui s'appelle Bergdorf. Et c'est dans cet endroit précis que ce jeune avocat avait décidé d'organiser une épreuve qui s'appelle I Am Tough et qui, dans un endroit complètement insolite, complètement imprévisible, parce que lui aussi avait envie de raconter une histoire avec sa course. L'histoire des pionniers, l'histoire d'un territoire, l'histoire d'un passé. Et ce contact avec cette personne, ce contact avec cette nature m'a beaucoup inspiré pour créer Tarn Valley Trail, parce que j'avais besoin de quelque chose d'assez semblable, d'assez authentique, d'assez dépouillé. Et lui, je me souviens, encore, c'est très prenant dans mon esprit. J'arrive à Bergdorf, il a sous le bras un sac de farine. Et en fait, il se penche, il avait quelques coureurs autour de lui dans la nuit, il se penche, il ouvre le sac de farine, puis il fait un trait comme ça. Puis il dit aux gars, vous êtes prêts là les gars? Bon bah c'est bon, hein, on y va là maintenant, allez go. Voilà, c'était fini, les gens sont partis dans la nuit et sont partis à la découverte de cette montagne. Et ça, j'avais envie de le reproduire sur Tarn Valley Trail. C'est pour ça que j'ai choisi Mas de la Barque, parce que le décor m'offrait cela. Et nous, j'ai pas pris de la farine. On a organisé un départ d'une autre façon. En fait, on a construit une couronne, une sorte de galaxie dans laquelle les coureurs se sont mis. Il faisait très froid ce matin-là. Il y a quelques témoins dans la salle. C'est très froid, les gens se sont serrés dans la couronne. Et puis, 272 coureurs se sont massés dans cette couronne. On avait mis quelques piquets comme ça, avec une corde. Puis ça m'a permis de dire des mots que j'avais envie de dire. Parce que je ne peux pas m'empêcher de dire des choses pour inviter, encore une fois, pour mettre du sens, pour me dire que les mots que j'ai accrochés, comme on tend un fil à linge, puis on met des mots avec une épingle à linge, et puis ça donne une histoire. Moi, j'avais envie que les coureurs continuent la même chose sur ce fil à linge, qu'ils écrivent des petits mots comme ça, puis qu'ils les pincent sur le fil, puis que ça fasse une grande histoire. Voilà. Donc, douter dans le silence, supplier dans le silence, espérer dans le silence, s'embrasser dans le silence, s'aimer, partager, rêver dans le silence. La course était lancée. Monsieur Bertrand, je suis obligé. C'est bon. On a du mal, c'est tellement touchant, vrai. C'est terrible pour moi de vous dire ça, vous le savez. Mais je suis obligé. Bon, je fais très vite. En plus, les photos ont été beaucoup plus vite que moi, hein. Je vais essayer de me recaler parce que je veux juste les commenter très rapidement. Donc ça, c'est le village de Bergdorf. Ça, c'était l'une des maisons dans lesquelles les coureurs s'étaient mis pour lutter contre le froid. Ça, c'est l'arrivée de la première femme où on voit les maisons anciennes. Et ça, c'est le panorama offert. Voilà. Donc, pour construire une épreuve comme celle-ci, je vais aller très vite. Pour construire une épreuve comme celle-ci, il faut des influences. Il faut aussi des choses solides qu'on a sous les pieds. Les choses solides, c'est les Templiers. Voilà, c'est toute une famille qu'on a construite pour ce projet. C'est toute une ville, c'est tout un territoire qui est engagé pour la construction de cette épreuve qui a 27 ans maintenant. Et ces deux photos sont marquantes parce que voilà, aujourd'hui les Templiers, c'est plus du sport. C'est une fête. Voilà, c'est la fête. C'est à l'arrivée des gens qui se roulent par terre, qui s'embrassent, qui s'aiment. Il y a des demandes en mariage. Il y a les gens qui arrivent avec des bébés qui ont 3 mois. C'est
j'ai l'impression d'être à la feria de Nîmes. Ça nous dépasse tellement c'est émotionnel, on est complètement bombardé d'émotions, surtout le samedi soir et le dimanche soir. Et cette image, elle est caractéristique du spectacle qu'on a aujourd'hui sur le site de Saint-Estève. Voilà. Et ça, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est typique des arrivées que l'on a, des hommes, des femmes qui se sont construites une histoire ce jour-là. C'est peut-être très formel, c'est peut-être très cadenassé, c'est peut-être très organisé, mais chacun vit quelque chose de très personnel et de très passionné. Lui aussi est bombardé d'émotions. Et puis, bien sûr, pour organiser cela, il faut des soutiens. Il faut d'abord des rencontres. Puis, parfois, les rencontres, ça devient des soutiens. Et je citerai 2 soutiens majeurs. Le PNR des Grands Causses, avec Sandrine Charnet, qui s'est exprimée tout à l'heure. Sans elle, le projet n'aurait pas eu lieu. Je le dis. Alors, je ne peux pas développer, mais je vais aller en raccourci parce que Sandrine, on se connaît depuis longtemps. Je collabore avec le parc depuis très longtemps, depuis 2000, mais depuis 7-8 ans. Nous menons des projets pour développer les espaces réels, pour inviter les coureurs et les randonneurs à découvrir notre patrimoine de la façon dont ils veulent, en toute liberté. Et puis également un soutien que je ne manque pas de souligner, c'est celui avec le parc national des Cévennes, sans lequel l'épreuve n'aurait pas eu lieu. Voilà. Je vais aller à ma conclusion. Le chemin est ouvert, j'ai appelé ça. Donc au terme de cette grande année pour construire cet événement, j'ai écrit ces mots. Comment ne pas se laisser transporter de haut en bas? Relations chimiques, ascenseur émotionnel, pour découvrir le grand, le beau, le petit, le simple, l'intime. Mais au-delà des mots, il y a quelques chiffres. En une année, on a diffusé 940 photos sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai vu sur les slides comment il fallait faire pour promotionner un GR. Une quarantaine de vidéos ont été diffusées, 180 000 vues. On a touché 433 000 personnes sur les réseaux sociaux. 80 reportages ont été publiés, la presse écrite, les podcasts, les influenceurs, la presse web confondue. Et j'ose espérer que nous avons, à notre façon, ouvert la porte du GR 736. Et en lançant ce projet pour inviter à courir Tarn Valley Trail et découvrir ce GR 736, j'avais écrit ceci. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Sur ce GR 736, Tarn Valley Trail, c'est un ultra, certes, mais c'est bien plus que cela. C'est une belle plume à la pointe caressante qu'on laisse glisser sur le papier blanc pour écrire une histoire personnelle et intime. Alors là, je suis face à des professionnels du tourisme. Je vous tends le témoin à ma modeste façon. Et cette belle plume, qu'elle soit d'aigle, de vautour ou de gypaète, allez savoir. En tout cas, allez-y. Waouh, waouh, waouh. Ça vous va pour les 2 témoignages de ce matin? Waouh, waouh, waouh. Alors vous avez dit créer un événement, ce n'est pas vendre, c'est séduire et créer de l'émotion. C'était sympa comme petite citation. Je me permets de prendre une minute pour dire que... Micro. Je prends une minute de votre temps. Je suis allé vite. Je voulais préciser que cet événement avait été conçu en relation avec la charte WWF. Donc, je pense que le parc pourrait en témoigner. Je pense que nous avons réussi en tout point à rester donc dans ces engagements qui étaient très précieux pour nous. Nous voulions faire une course simple, intimiste, pratiquement décarbonée. Je précise, tous les parcours que nous sommes venus visiter, on les a fait en vélo. Je voudrais te citer un exemple. En février dernier, on a fait 300 km en février pour revoir tous les sites. Voilà, ce sont juste un exemple pratique qu'on a mis en place. C'était un événement solidaire puisqu'on est en relation avec une coopérative de femmes en Inde. C'était un événement inclusif parce qu'on intègre dans notre organisation des handicapés. Il en a été question tout à l'heure.
Et puis bien sûr, c'est un événement qui se veut vertueux au niveau de l'environnement. Le parc des Cévennes nous a donné les clés. On a fait ce que nous devions faire. Et puis, grâce à eux, le départ en silence. C'était génial. Merci pour cette précision. Alors, avant d'aller déjeuner, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des questions à poser, des remarques à faire? Je m'étais marqué des belles citations de M. Cornelot. M. Cornelot qui a dit de l'itinéraire à l'errance. Il y a des choix à faire, mais il n'y a pas d'itinéraire sans force culturelle. C'était chouette, ça. Moi, je suis géographe humain, ça m'a touché énormément, ces trucs-là. Alors, j'ai des questions pour vous, moi, sinon, mais j'aimerais plutôt que ça vienne de la salle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Allez-y, il y a un micro dans la salle. Je ne vous vois pas forcément. Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, finalement. Bien sûr, allez-y. On a eu un discours à un moment donné un petit peu tranchant entre les deux manières d'amener cet itinéraire, soit plutôt dans le côté moderne, soit dans le côté humain. Finalement, là, le témoignage de Gilles Bertrand nous montre qu'on peut faire les deux parfaitement, à la fois être moderne, à la fois être humain, émotion, transparence, qualité. Ça fonctionne aussi. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une solution qui est à gauche ou à droite. Il y a peut-être quelque chose à envisager au milieu de tout ça, à la croisée des deux chemins. Ouais, c'est une remarque intéressante. Monsieur Cornelot, vous avez une réaction sur cette vision-là? Oui, c'est une très bonne interrogation que vous faites. Bon, c'est compliqué de revenir à ce qui a été présenté. Dans ce que j'évoquais, il y a des pôles qui sont dans l'extrême, mais ici, des entre-deux. C'était très vite, j'ai pas eu le temps. Et donc les entre-deux sont aussi ce qui peut contribuer à dépasser les antinomies entre ces forces, je dirais, antagonistes qu'on peut observer. Par contre, pour continuer sur votre propos, j'étais extrêmement emballé par votre présentation. C'est une illustration incroyable de ce que c'est qu'une forme culturelle. Voilà. Et au départ, il me semblait que votre forme culturelle était hyper moderne. En fait, pas du tout. Vous êtes plus proche de quelque chose qui ressemble à l'écomodernité, dans l'intention de envisager autrement ce qui donne du sens à votre travail, qui s'inscrit dans les intimités du rapport aux espaces vécus. Et je vais raconter une petite anecdote. On a organisé un séminaire de clôture de récréataires à Saint-Flour. Il y a l'organisateur du Volvic Trail Experience qui est venu nous raconter comment lui, il veut être dans l'éco-trail. Donc il a fait une présentation pendant 20 minutes. Je me suis dit, il va nous raconter ce qu'est le cœur de son projet, qui n'est pas la course en elle-même, mais c'est tout l'environnement avec le territoire de Volvic. Devinez ce qu'il a fait. Pendant 18 minutes, il nous a montré des vidéos de coureurs en train de courir et encore courir, alors qu'ils se voulaient justement engager dans autre chose que la course en tant que telle. Et là, je me suis dit, alors une contradiction entre mon propos et le vôtre. Je me suis dit, pas du tout. Vous êtes une illustration de l'idée de dire que quand vous allez raconter votre itinérance, ce qui va être au cœur, ça va être l'habitabilité. L'habité écologique, sociale et culturelle, ancrée dans une histoire, avec ce qui relie à le monde américain, et puis ces petites choses qui fait que vous racontez tout sauf la course. Il n'y a rien qui présente les coureurs en tant que tels. Vous êtes dans cette intention de valoriser l'éco-socio-système qui fabrique un monde vivant où il y a de l'intimité, de la symbolique, des manières d'exprimer les petits détails du monde, la micrologie du monde vivant. Et le fait d'avoir un carnet du monde, un carnet de voyage, c'est vous êtes sensible à l'ethnographie des petites choses du quotidien. Et j'ai trouvé ça remarquable comme complément avec le propos qui est le mien. Et vous avez bien raison d'évoquer cet élément-là dans le commentaire que vous venez de faire. Je voudrais préciser que pour inviter les coureurs à disputer cette épreuve, on a pris le contre-pied de tout ce qui se faisait pour communiquer. J'aime pas tellement ce mot-là, mais tout au moins pour diffuser un message. En fait, pendant un an, on a diffusé aucune photo avec des coureurs. Voilà. Les gens sont venus courir sans avoir vu un seul teaser, une seule vidéo, une seule photo où on avait la représentation d'un coureur dans cet espace naturel. En fait, on a travaillé, enfin, c'est moi-même qui ai fait les photos, mais on a diffusé que des images de ces paysages, et puis j'ai raconté des histoires, ça fait l'objet d'un petit livre, j'ai raconté des histoires qui me touchaient très fortement. Par exemple, le monument aux morts à Saint-Chély-du-Tarn.
Il se passe quelque chose à ce moment-là, je lis les noms et j'ai envie de m'interroger sur ces noms, de ces combattants qui ont été tués au front. Il y a la Draille de Saint-Énimie aussi. Je retrouve des vieux écrits des années 1860 où il y a le maire d'une commune qui raconte l'histoire de ces transhumances avec les bergers qui s'encanaillent et puis qui en viennent aux mains parce que le chemin il est trop petit en fait. Et on s'interroge sur l'opportunité d'agrandir le chemin pour que les troupeaux passent, pour éviter justement les bagarres entre les bergers qui emmènent les bêtes sur l'aubrac. Ou alors l'histoire d'Hauterive également. Enfin, moi, j'ai été transporté par ce grand voyage que j'ai fait pendant un an, et c'est ça que j'ai essayé de transmettre. Et même si les Templiers sont organisés de façon très différente, on reste également dans cette logique. On invite les gens à courir, mais je les invite à nous parler, avec ceux qui sont dans les villages. Par exemple, on a un village qui s'appelle Saint-André-de-Vésine, c'est sur le Causse Noir. C'est un village qui a pris la destinée ce qu'on appelle un poste de ravitaillement chez nous. Ce village, l'intégralité du village, tous les habitants, sont engagés maintenant pour la vie de ce poste de ravitaillement. À Saint-André-de-Vésine, il n'y a plus de fête de village. Enfin, elle a existé avant le Covid. Il y a une tentative de résurrection cette année, mais la course des Templiers à Saint-André-de-Vésine, c'est la fête du village. Tout le monde s'engage. Tout le monde s'engage. Il y a de la musique, il y a de l'histoire, il y a des gens qui se racontent, il y a des gens qui lient des liens. Il y a un prof de géologie qui était à la fac d'Orsay, je crois, qui raconte des histoires à ceux qui veulent les entendre. Voilà, c'est ça ma façon de concevoir l'événementiel. Et c'est comme cela que j'ai essayé de construire Tarn Valley Trail. Ça se ressent bien, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question avant d'aller déjeuner? Sinon, moi j'aurais une question, mais plutôt pour Jean Corneloup. Vous avez parlé on a bien senti la différence, comme la remarque était faite de l'itinéraire à l'errance, par exemple, avec les nuances de gris que l'on sent. Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que dans votre expérience, dans vos travaux de recherche, dans les territoires où vous avez travaillé en France, vous pourriez dire, voilà, là par exemple, je sais qu'ils ont vraiment muté vers ça, ils ont réussi ça. Est-ce que vous pourriez citer un exemple? Alors vous n'avez cité pas beaucoup d'exemples dans votre présentation, mais est-ce qu'il y en a un qui vous vient là, vous dites, là, ça c'est à voir, à regarder comment ils ont travaillé? Donc je ne vais pas vous dire faire de la vente de mon ouvrage, mais il y a toute la dernière partie, elle présente des laboratoires récréatifs tels que ceux-ci se sont développés au Québec. Voilà, je suis allé au Québec plusieurs fois et j'ai raconté comment des lieux ont choisi de s'inscrire dans la fabrique d'une forme culturelle pour, je dirais, s'opposer à un déclin rural qui était annoncé, qui allait se produire. Donc ils ont fabriqué une autochtonie récréative dans la mer de Fer. Autrement, j'ai écrit un article aussi, évidemment, sur les sentiers de l'imaginaire. Si je le cite, c'est pas seulement parce que... Dans l'Aveyron. Eh oui. Dans l'Aveyron. Et j'y suis allé, et j'y vais chaque année avec mes étudiants de master pour leur transmettre, les accompagner. C'est à vous plutôt que je dois m'intéresser aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là, voilà. Et comment on peut se servir de ce qui se passe comme étant une ressource par laquelle vous pouvez être vous-même les ambassadeurs ou les développeurs de cela. Enfin, un dernier exemple local que je prendrai, c'est évidemment à Roquefort, avec Katia Fersing, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a fait à la fois à Roquefort avec le Saloir, maintenant, que vous connaissez peut-être, et tout ce qu'elle a fait avant avec les écoles, mais c'est incroyable, de qualité. Et après, ce qu'elle a fait dans son quartier à Millau, elle est une ambassadrice, elle est pour moi une personne référente chez vous dans sa capacité à développer des laboratoires récréatifs. Et c'est pas pour rien qu'elle est revenue dans Récréataire et qu'elle a accompagné la communauté de votre territoire à donner de la naissance à ce qui vous invite à vous sentir pleinement vivant et, je dirais, accroché à votre présence et votre attachement. Et la notion d'attachement que vous avez évoquée est extrêmement importante à évoquer. L'attachement, c'est pas rien. L'attachement, il part des tripes, du corps vivant, de ce qui vous enracine dans l'espace vécu et qu'incarné par le corps. Et vous avez beaucoup parlé de corps, comme par hasard. On ne peut pas parler de technique, etc. C'est justement cette dimension de l'écologie corporelle qui est au cœur de ce qui doit vous amener à réfléchir à ce qui vous invite à proposer aux gens de vivre
non pas une expérience, mais de vivre le lieu, de l'habiter, d'être dans le pays. Et c'est ça qui est fondamental si vous voulez être dans la transition. Autrement, vous êtes dans la surface du monde. Et vous n'avez pas développé ça. Ce n'est pas du tout ça que vous avez évoqué. Non, venez chez nous découvrir nos intimités. Et ce qui est de l'ordre de ce qui peut donner naissance après ce qu'on appelle les extimités, des intimités partagées entre personnes. On ne peut pas me prendre d'exemple que j'ai vécu avec des gens de chez vous qui racontent comment ils ont activé cette dimension-là. Moi, je donne des choses parce que je vous aime, je vous apprécie, et je vous invite à aller découvrir ma sympathie pour les chevaux. Puis après, j'ai mis une petite plante ici dans mon territoire, venez avec moi, ils donnent. Voilà, il y a des échanges, et ils fabriquent justement ce qui qualifie l'autochtonie récréative de votre territoire. Parfait, merci beaucoup tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir à nouveau. C'était passionnant ce matin. Là, on va conclure cette matinée sur ces témoignages. Merci beaucoup à nouveau.